Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle édition du podcast Stay Connected du groupe Orisha. Je suis Christelle Dacuna et je suis ravie de vous accueillir. Je suis également ravie d'accueillir Flora Vengerove, directrice exécutive d'Orisha Commerce. Flora, bienvenue. Bienvenue, bonjour Christelle. Je vais commencer par t'inviter à te présenter, peut-être nous présenter un petit peu ton parcours et puis ton rôle au sein d'Orisha Commerce. Oui, tout à fait. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Effectivement, je suis directrice exécutive au sein de la BU Orisha Commerce. J'ai un grand parcours dans le retail puisque ça fait maintenant pas loin d'une vingtaine d'années que je suis dans le retail et particulièrement dans l'édition de logiciels. Et j'ai également participé à la construction de l'agence Open Bravo France il y a maintenant 6 ans et demi. Qui a permis de mettre en œuvre des solutions d'Open Bravo en France et qui a rencontré un très grand succès. Et depuis peu, nous avons rejoint le groupe Orisha, ce qui nous a permis, avec d'autres entreprises, d'avoir une offre bien plus large et une assise sur le marché bien plus importante. Génial. On vient de passer les 2 derniers jours ensemble. En fait, on continue cette semaine ensemble parce qu'on était présents sur le salon Tech for Retail, 2 jours assez intenses, assez chargés. On a eu des rencontres assez intéressantes. Est-ce que tu peux nous rappeler, peut-être en guise d'introduction, pourquoi on était présents sur ce salon, pourquoi on a eu un peu ce rythme intense ces derniers mois Alors c'est vrai que les salons, c'était toujours des moments exceptionnels dans lesquels on rencontre à la fois nos clients, bien sûr des prospects, mais également des partenaires et également on invite nos équipes à participer à l'aventure, ce qui crée un esprit d'équipe fort. Ce qui était intéressant sur ce salon, c'est qu'on a pu présenter l'ensemble de nos solutions, puisque comme je vous l'ai expliqué, l'offre s'est largement étendue. Donc ce qu'on a pu présenter sur le salon, c'est à la fois des solutions magasins avec tout le système d'encaissement, mais pas que, la mobilité, le self-checkout. Il faut savoir que notre solution est une seule et unique solution en magasin, ce qui permet un parcours client et un parcours vendeur aussi fluide. Mais également, nous avons présenté la gestion de stock, qui est notre outil aussi mobile qui permet en magasin d'être au plus juste sur les niveaux de stock. Et également en magasin, on a développé tout ce qui concerne les modules de location, d'atelier et de seconde main, j'y reviendrai, qui est très au cœur aussi de notre stratégie. Mais nous disposons aussi de toute une partie maintenant beaucoup plus digitale. Nous avons un OMS au sein de nos solutions, mais également des solutions e-commerce avec un moteur de recommandation produit très puissant et toute une partie wholesale B2B qui permet également de continuer à distribuer sur différents canaux. Génial. Effectivement, ça fait un périmètre super large. Et d'ailleurs, je vais me permettre de compléter parce que, en fait, sur ce salon, on s'est présenté en tant qu'Orisha Commerce. Ça a été la dernière phase de notre rebranding. Et ça s'est expliqué parce que, effectivement, du fait des dernières solutions qui sont venues étoffer notre portfolio de produits, notamment grâce à l'arrivée des produits qui nous sont amenés par Optimizer, des plateformes e-commerce et Wolfpack, on adresse des cibles un petit peu différentes et commerce était un mot qui correspondait plus. Peut-être pour démarrer le débrief sur ce salon Tech for Retail, puisque c'est l'objet de ce podcast aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de ton côté sur les attentes des marques, des enseignes que tu as rencontrées? Qu'est-ce qui a nourri les échanges en fait pendant ces 2 jours? De quoi ils ont parlé et de quoi Alors, je crois que ce qui ressort énormément dans un premier temps, c'est remettre le client au centre. Faire vivre à ses clients en magasin ou sur le digital, une expérience différenciante, mieux connaître son client pour mieux le servir. Et c'est vraiment ce qui est ressorti beaucoup au cours de ces interviews qu'on a eues avec nos clients et également, on y reviendra avec l'atelier qu'on a mené avec Decathlon. Donc ça, c'est très important. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des clients qui souhaitent implémenter des projets rapidement. Et c'est ce qu'offrent aussi nos solutions et c'est l'avantage d'avoir des quick wins vite, que ça soit en magasin, sur le digital ou avec leurs clients professionnels. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut plus attendre pour tester. Donc une implémentation rapide, ça veut dire des équipes implémentées et impliquées rapidement dans les nouvelles technos pour essayer des parcours clients différents et donc venir enrichir aussi une nouvelle fois l'expérience client. Donc ça, c'est vrai que c'est très très important. On a également, et c'est au cœur de notre stratégie maintenant depuis, j'ai presque envie de dire presque une dizaine d'années, puisqu'on a commencé déjà avec Decathlon il y a longtemps sur ce côté-là, c'est toute la partie économie circulaire, RSE, seconde main. C'est vrai que ce sont des sujets sur lesquels les enseignes sont encore en recherche d'identité, en recherche de parcours différenciants. Et ce qui est très intéressant avec Orisha, c'est qu'on travaille main dans la main sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'on les interroge, ils nous apportent leur expertise, leur POC, tout ce qu'ils ont pu observer, et nous, on vient avec nos outils au service de ces nouveaux usages et de ces nouveaux cas d'usage en magasin et en centrale. Donc c'est aussi un des éléments qui est ressorti au cours de
au cours de nos échanges. Et puis bien entendu, et on va en reparler aussi un peu plus largement après, mais des solutions innovantes qui vont accélérer les performances en magasin et ce notamment grâce à l'IA, sur lequel aussi on est très 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 avancé concrètement, aussi bien sur les solutions qu'on propose à nos clients que sur les outils qu'on utilise en interne. Tech for Retail, c'est aussi un salon, et c'est peut-être la différence d'ailleurs sur ce salon qui est très orienté tech, justement, et comment la tech va aider le monde du retail à atteindre les marques, les enseignes, qu'elles soient françaises ou internationales, parce qu'on travaille sur un grand nombre de pays. Comment la tech va les aider à réaliser leur plan de croissance, leurs objectifs stratégiques. J'imagine qu'on a aussi parlé tech, les mots tech, digital apparaissaient un petit peu partout. Tu as déjà parlé un petit peu d'IA aussi, qui est un mot-clé qui ressortait beaucoup. Est-ce que cet angle tech, il a été abordé sur le stand, sur les gens qu'on a rencontrés? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors en fait, effectivement, il a été abordé, mais ce qui est très important chez Orisha et la façon dont on travaille, c'est la technologie au service du métier. C'est-à-dire que chez Orisha, et c'est vraiment un critère ultra important chez nous, nous avons des gens qui viennent du métier, d'ailleurs, directement, et qui le connaissent et le maîtrisent extrêmement bien. Donc la technologie est là, au service du métier, et n'est pas là dans notre groupe pour dire on fait de la techno et pour avoir écrit IA sur une tablette ou sur un site internet. Donc ça c'est très important déjà en préambule. Et effectivement, de par notre solution et les innovations qu'on fait au sein du groupe, pas aussi uniquement dans notre BU, on a placé l'IA au cœur de nos réflexions. C'est-à-dire que systématiquement, nous réfléchissons à chaque fois que nous implémentons des modules. Comment y intégrer l'IA? Est-ce que l'IA est utile à intégrer dans ce module à ce moment-là? Et on s'appuie aussi sur deux angles, nos clients. C'est très important, la voix de nos clients du groupe est capitale pour prendre les bons angles et la bonne stratégie. Mais également nos équipes internes, c'est-à-dire qu'on pratique très très régulièrement ce qu'on appelle des hackathons ou des réunions avec nos équipes de développement pour brainstormer, pour réussir à sortir des POC et des innovations autour de l'IA. Donc récemment, on a développé la reconnaissance vocale face à la caisse, donc c'est-à-dire dire à la caisse bonjour, je voudrais encaisser tel article, au lieu de le scanner, de le taper et d'aller jusqu'à un encaissement qui reste un process un peu plus fastidieux, fastidieux. Et donc du coup, c'est des choses qu'on travaille énormément, mais toujours en collaboration pour prendre la bonne voie. On a aussi un très très bon moteur de recommandation produit au sein qui peut se greffer au sein des e-commerce du marché, qui permet d'augmenter le panier moyen d'environ 15% sur les sites avec la solution Tweakwise. Ça aussi, on voit que c'est un intérêt capital. C'est des solutions qui se mettent vite, qui se greffent sur les sites e-commerce en très peu de temps et qui permettent d'augmenter les paniers moyens de façon considérable grâce à l'IA. Et travailler la croissance. Effectivement. L'avantage aussi de notre solution, c'est que c'est une solution modulaire. Donc, je l'expliquais un peu tout à l'heure. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de venir tout poser et de tout faire tout de suite. C'est de venir greffer des modules, un module d'atelier de réparation, par exemple, un module d'IA, un site e-commerce, et de venir comme ça itérer pour avoir une gamme produit, faire des tests et avoir quelque chose qui corresponde à chacun de nos clients. Ce qui intéresse aussi beaucoup nos clients dans nos solutions, c'est qu'on est sur une seule et unique solution temps réel, donc une vraie plateforme de commerce unifié, parce que c'est vrai que ces mots sont écrits un peu partout, mais il faut savoir réellement le faire. Et c'est vrai que pour les collaborateurs, que ce soit en magasin, en centrale, c'est la même solution. Donc on n'est pas en train de les former avec des heures et des heures de formation à nos outils. C'est des outils qui sont type nos smartphones qu'on a aujourd'hui, donc une prise en main très rapide pour qu'en fait le vendeur soit concentré à vendre, concentré à faire son business et ne soit pas en train d'apprendre ou d'éplucher des pages de boucles de formation. Donc ça, c'est aussi grâce à la technologie qu'on arrive à faire ces gaps-là, et c'est très important. Et la dernière chose, c'est aussi important, j'en ai parlé avec beaucoup de clients sur le salon, et c'est vrai que souvent c'est un pain point et il y avait des choses qui sont difficiles à changer pour les clients, mais on les aide à ça. C'est l'intégration avec les systèmes. C'est-à-dire qu'un système, il ne vit pas tout seul. On n'est pas juste un système B2B négoce qui vit seul ou une caisse qui vit seule. Elle est connectée à un écosystème. Et c'est vrai que je vois encore que beaucoup de nos clients travaillent encore avec des intégrations un petit peu à l'ancienne, donc non apaisées ou avec des systèmes un peu archaïques, dangereux même niveau sécurité. Donc c'est vrai qu'on aide aussi beaucoup les équipes IT chez nos clients, les équipes métiers, à venir se moderniser sur ces aspects-là aussi, puisque ça permet forcément avec des intégrations fluides de gagner du temps d'exploitation et finalement de se concentrer une nouvelle fois sur le business et non sur l'IT. Ok, très clair, ouais. Donc en fait sur le stand, on nous parle
API, ouverture à l'écosystème, mais aussi beaucoup expérience collaborateur au final dans ce que tu fais ressortir et comment la technologie permet de travailler ça. Si on parle plutôt besoins fonctionnels, besoins métiers, dans les discussions avec les clients et les prospects que tu as pu rencontrer sur le stand, donc nos équipes ont pu rencontrer sur le stand, est-ce qu'il y a eu des choses qui sont ressorties plus que d'autres, vraiment sur la partie fonction métier, attente métier, évolution dans le métier en magasin ou les attentes des consommateurs, bien sûr? Alors, je revenais à mon point précédent, mais c'est vrai que ce qui est important maintenant pour les retailers et surtout pour la partie magasin, finalement, le magasin ne va pas disparaître, mais on voit qu'il y a certaines tensions sur le marché et qu'avoir beaucoup de magasins, c'est compliqué aussi à gérer. Donc, ce qui ressort, c'est quand les personnes rentrent en magasin, leur laisser une empreinte, quoi. C'est-à-dire qu'ils aient vécu un moment qui soit agréable, qu'ils se soient sentis compris, qu'ils étaient embarqués dans l'univers de la marque. C'est typiquement, et j'y reviendrai aussi, ce que Decathlon a fait en mettant en place un système d'un outil qui permet d'être très en phase entre le vendeur et le collaborateur, et le client final, et donc de créer de l'émotion et une unité, du fait que je reviendrai du coup parce que j'ai vécu un bon moment. Donc c'est surtout ça qui est ressorti, c'est vraiment réussir à mettre le client au centre des intérêts et non plus que ça soit juste une carte de fidélité, un système de points et puis c'est tout. Et je pense que les enseignes prennent le bon pas, puisque c'est vrai que même en tant que consommatrice, quand on rentre dans un magasin et que on se sent écouté, concerné, que soit on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas envie de faire la queue, qu'en fait tout ça est très fluide et très, voilà, exactement, et très agréable, rapide pour certains, plus lent avec plus de conseils pour d'autres, et on revient finalement naturellement, ou on recommande sur le site web ensuite parce qu'on a eu des bons conseils, et donc on s'attache à la marque, et c'est le point clé. Ça peut paraître peut-être trivial, mais en fait beaucoup d'enseignes ont un peu occulté ce côté-là, et c'est vrai qu'avec nos outils et nos clients, c'est ce qu'on restaure de plus en plus. Et puis bien sûr, toujours, et ça revient, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu, et nous on l'a déjà implémenté notamment chez Kiabi avec la marque Kit Canaille, mais c'est comment je m'inscris dans une démarche RSE qui n'est pas uniquement pour le client final finalement, qui est aussi pour les collaborateurs. C'est-à-dire les jeunes générations qui arrivent en magasin, le fait dans la surconsommation, de prendre, de jeter, c'est des choses qui les animent, qui nous animent, qui animent d'autres générations aussi bien entendu, mais c'est vrai qu'on a un rôle en tant qu'éditeur de aussi avec nos produits et de répondre à cette demande d'économie circulaire. Donc, de pouvoir créer de la collaboration entre les clients, de pouvoir avoir des retours faits en magasin facilité, de pouvoir rendre son vélo, le revendre et venir consommer ou venir consommer un article de seconde main dont j'aurais plus l'utilité. Donc voilà, donc tout ça, personne n'a la science infuse, c'est pour ça. Nous non plus, loin de là. Au contraire, on se réunit en groupe de travail avec nos clients pour réussir à trouver le meilleur parcours client seconde main qui leur correspond. C'est des sujets sur lesquels on voit bien que chacun se cherche. On va revenir sur Kit Canaille un petit peu plus tard, mais sur Tech for Retail, on a eu la chance de pouvoir animer un atelier avec notre client Decathlon sur la mise en place de solutions d'encaissement mobile en magasin. Tout à fait. Pour l'instant en France, bientôt à l'international. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous synthétiser un peu ce qui s'est raconté sur cette conférence ? Alors déjà, merci à Decathlon, parce que c'est toujours très très agréable, ne serait-ce que dans la préparation et l'exécution de ce type d'atelier, d'être aux côtés des clients, parce que finalement, c'est la voix des clients qui est la plus, pas écoutée, mais qui est la plus importante et qui parle d'elle-même. C'est vrai que Decathlon, c'est un client historique de nos solutions. Ça fait plus de 10 ans qu'on est en réel partenariat avec ce client. On a démarré avec eux en Inde et en Asie-Pacifique sur la partie self-checkout. Donc je pense que chacun d'entre vous a déjà vécu, je parlais d'expérience, mais l'expérience magique d'aller déposer ses articles dans ce bac RFID et d'avoir tous ces articles scannés, d'avoir plus qu'à payer et sortir, c'est une expérience qui se fait aussi du coup grâce aux solutions, et en l'occurrence là la solution Open Bravo du groupe. Donc chaque fois que je parle de Decathlon, c'est vrai, les gens me parlent de ces caisses, n'importe où et n'importe quel sujet pays. De mémorisation, effectivement. Donc ils ont déjà réussi à faire, ils continuent d'ailleurs de faire vivre cette expérience. Donc on a démarré avec effectivement l'Asie-Pacifique et puis ensuite la France et l'Europe, puisque maintenant nos caisses de self-checkout sont présentes dans plus de 35 pays, 37 pour être précise. Et c'est vrai qu'ils ont continué ensuite à travailler avec nous sur le fait
d'avoir une caisse hybride, donc d'avoir une caisse qui puisse se transformer en self-checkout, donc le client s'encaisse lui-même, mais aussi en caisse traditionnelle, parce que parfois ils en ont besoin, en caisse de formation. Et Decathlon aussi fait énormément confiance à ses clients en mettant à disposition des caisses automatiques de retour. C'est-à-dire vous venez retourner votre produit en automatique, tout seul, en autonomie sur ces caisses. Donc voilà, un projet qui se passe bien, avec tout le côté international, puisque vous imaginez bien que 37 pays, il y a beaucoup de fiscalité, y compris en France d'ailleurs, qu'on s'acharne forcément à toujours respecter, avec des équipes dédiées d'ailleurs au sein du groupe Orisha, donc c'est capital. Et puis après ce parcours de clients dessiné, Decathlon nous a sollicité de nouveau pour tester, donc avec la même solution finalement, mais la partie mobilité. Donc l'idée pour eux était de pouvoir créer aussi, j'y reviens toujours, mais l'expérience client-vendeur, et d'éviter cette rupture de la caisse. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, ils vendent du matériel, des vélos, le client devait passer par la caisse réglée et revenir rechercher sa marchandise. Donc ça crée un parcours client qui était décousu et qui, du coup, pouvait créer un certain agacement, parce que si je dois faire la caisse alors que je viens d'acheter un vélo, etc. Donc ils ont voulu tester la mobilité. Et encore un exemple de clients qui sont avec nous en test and learn, c'est-à-dire qu'on pose des choses, on regarde, on adapte, on réitère. C'est typiquement notre façon de faire les projets. On a mis en place notre solution de mobilité, qui est donc, je le répète, la même solution que la solution d'encaissement, donc collaborateur à l'aise, puisque maîtrisant déjà en fait l'outil. Et donc, ils ont testé des parcours d'encaissement sur un premier magasin en France, puis 2, puis 3, et nous ont validé là récemment le déploiement sur maintenant 4 pays. Ça leur sert à la fois dans le magasin de ne pas rupter le parcours, mais ça sert aussi pour eux à aller procéder à des événements grâce à cette caisse mobile. Finalement, ils ont la caisse dans la poche, donc ça change. À aller sur des événements, donc aller vendre des ballons, un événement à la sortie du magasin, dans des événements sportifs, sur des salons, sans avoir finalement à remonter une caisse ou avoir quelque chose de plus lourd. Et tout ça grâce à un paiement aussi NFC qui se fait. Ils ont eu des retours faramineux, notamment en termes d'embasement client, puisque 91% des clients donnent leur compte fidélité ou s'embasent d'ailleurs directement sur l'application. Donc d'où ce que j'expliquais tout à l'heure, la relation client-vendeur. Finalement, quand je suis avec un vendeur qui me conseille, qui m'anime et qui procède jusqu'au paiement, je crée une intimité, je récupère plus d'informations parce qu'il est aussi en confiance et puis parce qu'il en a envie. Et donc, je fidélise mon client. Donc, parcours très intéressant. On a plein encore d'autres projets, bien sûr, avec Decathlon, mais c'est typiquement le type de projet agile, rapide, poké et avec différentes itérations. Sur un sujet qui occupe pas mal d'ailleurs le monde du commerce, parce qu'effectivement le passage en caisse, c'est toujours le moment un peu de friction, ou le moment où toutes les enseignes et les marques cherchent vraiment à travailler l'expérience pour que ce soit le plus fluide possible, le moins d'attente possible. Et le chiffre que tu as donné sur le taux d'embrasement client, effectivement, il est incroyable. Il est assez incroyable et il est très clair sur l'impact de la mise en place d'un encaissement mobile. Un peu plus tôt dans l'année, en septembre, on avait fait un autre gros événement qui était à Paris Retail Week. C'est d'ailleurs là qu'on avait vraiment lancé officiellement nos solutions, et on avait eu aussi la chance de pouvoir animer un très chouette atelier sur un autre sujet très tendance dont tu as déjà un petit peu parlé, avec Kit Canaille, qui est une marque du groupe Kiabi, sur la seconde main. Est-ce que tu veux nous en faire une petite synthèse également? On en profite. Effectivement, moi, déjà avant de parler de Kiabi, c'est vrai que la seconde main, je pense que vous le voyez tous, mais c'est un marché qui va doubler à tripler dans les 5 à 10 prochaines années, qui est un marché énorme. Il faut savoir que 64% des Français ont déjà acheté de la seconde main sur les 12 derniers mois. Donc, c'est quand même assez incroyable. Ce n'étaient pas les mêmes statistiques il y a encore quelques années. Ce qui est important aussi, il faut savoir qu'un t-shirt qu'on achète en seconde main, c'est 82% d'empreinte carbone en moins pour la planète. Donc, c'est quand même des choses qui sont hyper impactantes et dont on a tous, on sait bien, conscience, mais ces chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est vrai que Kiabi, du coup, s'est lancé et se lance déjà depuis un moment, comme d'autres enseignes, dans la seconde main, et ont développé un concept dans le nord de la France qui est un magasin 100% seconde main. Où en fait le process est assez simple. Vous avez une application à la maison où vous pouvez évaluer la vente de votre chaise haute, ce que j'ai moi-même pratiqué d'ailleurs. Quand vos enfants grandissent, c'est pour éviter de les jeter, qui vous donne un prix estimatif auquel Kiabi pourra vous reprendre la marchandise. Vous arrivez du coup en magasin avec votre chaise. Ils ont une zone de collecte en fait, donc vous êtes identifié comme un fournisseur finalement en fait de l'enseigne. Il faut bien sûr un check de l'état de la chaise, valide ou non, en fonction de l'état, le montant que vous avez renseigné dans l'application, qui a été renseigné dans l'application, édite une étiquette et remettent cet article du coup dans la surface de vente. Donc ils vendent des articles qui ne sont
pas que des articles Kiabi, des articles qui viennent de n'importe quel horizon, et également un système de dépôt-vente sur lequel des articles peuvent être en déstockage, du coup, pour faire un magasin 100% seconde main. Bien évidemment, ensuite, vous passez en caisse sur aussi nos solutions pour être remboursé ou avoir un avoir et reconsommer de la seconde main. Donc, concept très innovant qu'ils ont aussi testé sur une énorme surface Kiabi. Et ils sont désormais en train également de continuer cette démarche RSE en implantant des corners au sein des Kiabi également pour continuer dans le process de seconde main. Donc, c'est passionnant parce que finalement, la seconde main, c'est un sujet. On sait que les enseignes cherchent encore leur positionnement et testent également des choses en magasin directement. Et là, avec ce client-là, effectivement, on a un très très bon exemple d'un parcours client que l'on a déjà fait des secondes mains. Et comme je le disais tout à l'heure, finalement, avec Decathlon, on fait déjà de la seconde main depuis des années. Quand on pense au Trocathlon, vous ramenez vos vélos, etc. Et ça passait déjà à cette époque, donc il y a déjà une dizaine d'années avec nos solutions, sur nos solutions, la solution Ponte Bravo en l'occurrence, avec la reprise de cet article, avec la gestion de la TVA sur marge, etc. Donc, c'est pas finalement nouveau dans nos solutions. On continue de le faire évoluer dans cette démarche. Et dans notre module de seconde main, on continue de travailler avec des modules de location. On pourrait très bien imaginer, dans le module qu'on est en train de concevoir, d'avoir de la location d'une tondeuse, location d'un taille-haie dans des magasins de bricolage, location de sac à main pour une soirée. Notre module d'atelier aussi est là pour ça. L'atelier, c'est de venir réparer, donc plutôt que de jeter. Donc l'atelier qu'on appelle communément workshop permet la réparation, bien évidemment, de vélos, de trottinettes, etc. Mais aussi demain de réparation de couture, de sac à main ou de remettre dans le circuit finalement des articles qui, il y a encore quelques années, auraient été jetés à la poubelle. Des vrais sujets autour de ce qu'on appelle, nous, le re-commerce. Commerce durable, commerce responsable, il y a plusieurs vocabulaires en effet. Et sur lesquels tout le monde se cherche un petit peu et on essaie d'apporter effectivement des axes pour pouvoir mettre en place des process en magasin et délivrer ces services. On se projette un peu sur 2025. On a déjà placé un peu ces mots-clés sur ce podcast, mais intelligence artificielle, nous maintenant on fait aussi des plateformes e-commerce, donc ça fait partie des sujets dont on a parlé. Là j'ai parlé e-commerce, mais commerce physique également, autour de l'expérience unifiée. Comment vois-tu, si tu devais faire une recommandation pour l'année prochaine, autour de l'intelligence artificielle, comment tu verrais la priorisation des invests? Quelle serait ta vision là-dessus pour l'année prochaine? Alors, il faut savoir déjà que dans notre groupe, on a une roadmap et c'est clairement une roadmap dessinée en collaboration avec nos clients. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire on a la science infuse, la roadmap c'est celle-ci, messieurs les clients, on vous l'impose. On la trace, c'est la trajectoire avec nos clients. C'est eux qui, de toute façon, sont aussi les consommateurs de cette roadmap. Tout en impliquant, tu le disais, Christelle, les technos et l'IA au cœur de chaque réflexion des sujets que l'on implémente. Parce que si on développe un nouveau module de réassort, un nouveau module ou des améliorations de modules qu'on a aujourd'hui ou des nouvelles fonctionnalités, pensons-y tout de suite, puisqu'une fois que c'est fini, finalement, on devrait faire du retravail additionnel pour venir réimplanter l'IA. Donc, dans les équipes qu'on a, on a des experts sur ces sujets qui, à chaque fois qu'on implémente une nouvelle fonction, ne mettent pas de l'IA pour mettre de l'IA. Ont une réflexion avec nos responsables produits. C'est une équipe conséquente autour de ce sujet-là pour savoir si là, oui, on en aurait besoin. Est-ce que là, on n'en a pas besoin ou de façon différente et peuvent ajuster notre roadmap avec cette techno. C'est l'IA, bien sûr, évidemment, mais c'est aussi, je le disais tout à l'heure, mais tout ce qui est API, module fonctionnel avec de la modernité et UX UI, parce qu'en fait les parcours clients, je l'expliquais, c'est le fait de travailler sur le front. Alors on sait que chacun a des goûts et des couleurs différents, mais on bench nos solutions régulièrement avec nos clients pour savoir si l'expérience collaborateur, l'expérience client sur l'interface de nos solutions est cohérente, facile à utiliser, parle sans avoir été formé des heures et permet de vite prendre en main les solutions pour être au service des clients, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est la roadmap, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui est une ligne directrice qu'on vient constamment de challenger avec nos clients, ajuster en intégrant de l'innovation
toujours au contact client et expert chez nous, retail. Ok, on aura compris des investissements dans l'IA, que ce soit sur le commerce online, offline, mais en trouvant le bon use case pour qu'il y ait un vrai usage au bout du chemin. Alors, on a déjà un petit peu parlé des nouveautés qu'on a présentées sur le salon. Peut-être que tu peux nous en dire un mot et comment les tendances qu'on peut observer sur un salon comme Tech for Retail finalement influencent la roadmap d'un éditeur tel que Orisha Commerce. Alors c'est vrai qu'on a... on le voit parce qu'on a l'impression quand on regarde les stands que tout le monde fait les mêmes choses, etc. Mais en fait non, on a des gens, nous, qui effectivement connaissent le métier, on a des tendances qui se dessinent. Ce qui est super intéressant dans les produits qu'on a démontrés aussi, et c'était aussi un nouveau produit qu'on a partagé avec nos clients, c'est notre OMS, donc notre Order Management System. Parce que pas mal d'éditeurs se targuent de faire de l'OMS, mais c'est un métier de faire de l'OMS. Donc tous ces parcours clients, ship from store, click and collect, e-réservation, dont on parle depuis des années, dès qu'on rentre dans des sujets avec des clients, on voit que bon nombre d'entre eux n'y sont pas encore ou ils sont de façon timide. Donc c'est vrai que de pouvoir proposer une solution clé en main, greffée au projet, enfin au système d'encaissement que l'on a aujourd'hui, permet et rassure les clients dans le fait qu'on va les accompagner sur le fait d'utiliser ce type de solution. On dispose également d'un PIM qui est aussi très moderne et qui permet d'avoir aussi une base produit très très enrichie et qui est aussi au cœur des stratégies. Et puis ce qui a fait beaucoup aussi mouche sur le stand avec nos solutions, c'est Tweakwise, qui est le moteur de recommandation qui permet de pousser plus de produits en recommandation sur les sites web. Vous pouvez le greffer sur nos propres sites web, mais c'est également sur des sites web du marché. Et ce qui est impressionnant, c'est à quel point l'IA va venir finalement vous faire des recommandations. Et vous, en tant que consommateur, vous achetez la poubelle, vous avez les bons sacs poubelles qui vont avec, vous achetez le haut, vous avez le bas qui collera bien pour votre soirée, vous avez le chapeau qui va bien avec les lunettes pour les vacances. Donc c'est des choses qui sont, une fois de plus, techno au service de l'IA, du métier, et qui permet de venir augmenter les ventes. C'est tout ce que nos consommateurs cherchent à faire. Donc voilà, donc c'est vraiment ce qu'on a voulu montrer, ce qu'on a entendu aussi, bien sûr, sur le salon de la part de nos concurrents et partenaires. Ouais, un vrai intérêt autour de l'e-commerce, des plateformes e-commerce et de l'amélioration du taux de conversion. Oui. Et j'aurai le plaisir d'animer un autre podcast d'ailleurs sur ce sujet prochainement parce que on va recevoir un data scientist qui va nous expliquer comment l'IA aide à travailler la personnalisation extrême, je dirais, sur les parcours e-commerce. Pour toujours améliorer l'expérience client au bout du chemin. On va arriver au bout de ce podcast. Alors, on débarque là 2 jours, on va aller se reposer un peu, faire une petite pause de nos salons. Mais en réalité, ça ne va pas s'arrêter très longtemps. Non. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la suite des rendez-vous pour Orisha Commerce, les rendez-vous physiques qui sont importants pour nous aujourd'hui? Tout à fait. Ça, c'est important que tu le précises. C'est vrai que les rendez-vous physiques, et notamment post-Covid, etc., sont hyper importants. On a toujours un plaisir d'échanger physiquement avec nos clients et pas à travers un écran au final. Donc au sein d'Orisha, c'est vrai que c'est capital pour nous. Donc effectivement, pour encore avoir une belle année, Christelle, qui s'annonce. Moi, j'allais se reposer, tu as raison, mais bon, en 24 heures, on sera reposé. Donc pour l'année prochaine, on a effectivement une chose très importante, c'est qu'on voudrait animer une journée client, parce que nos clients entre eux également, de par un club utilisateur qui est déjà finalement en place, mais une journée client où on va présenter nos innovations, être en proximité avec eux, les faire participer, les faire parler entre eux, parce que ensemble on est plus fort, on a plus d'idées et forcément on a plus d'innovation. C'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en place, Christelle, l'année prochaine. Donc, au boulot, j'ai compris, le message est passé. Et puis ensuite, donc les événements, bien sûr, Paris Retail Week, Tech for Retail sont des événements clés pour nous, sur lesquels on a, je le disais, l'occasion de rencontrer nos clients, nos collaborateurs, nos partenaires, aussi apprendre des choses sur le métier sur notre métier, donc c'est capital. Et on a aussi, on va faire aussi pas mal d'événements plus spécialisés dans le sport, dans le luxe aussi, qui est un marché sur lequel on est présent, pour être une fois de plus, encore un peu plus en proximité avec certains clients et leur domaine d'activité, leur verticale, on va dire, d'activité, et donc pouvoir leur apporter des solutions innovantes. Et puis bien sûr,
toujours, et c'est notre ADN, mais partager nos expériences avec nos clients via des témoignages, via des podcasts aussi, via des rencontres entre clients. Nous, dans chaque prospection qu'on a, on a forcément des clients qui viennent témoigner au sein de nos prospects, parce que je le disais tout à l'heure, mais la parole du client est la meilleure en fait. Elle est la plus adéquate finalement pour répondre aux interrogations des prospects qui souhaitent travailler avec nous. Donc on va continuer aussi ces échanges-là, et puis on se reposera plus tard. Allez, ok. D'autres débriefs à venir, du coup, de prochains salons. Et pas qu'en France, tout ça, en plus, parce qu'Orisha Commerce, c'est 500 personnes, je me permets de le dire en plus, dans 4 pays différents, sur 11 bureaux. Donc, on a des rendez-vous à venir en France, mais pas que. Peut-être un petit mot pour conclure. On les a vus pendant ces 2 jours, donc je pense que c'est sympa d'avoir un petit mot à leur attention, vers nos partenaires, vers nos clients. Tu veux leur... Je voudrais vraiment les remercier parce que ce soit les collaborateurs qui étaient tous sur site, parce que c'est du travail de venir présenter nos solutions, de la logistique aussi, de l'intendance, puisqu'on est nombreux à venir, et je les remercie tous parce qu'on sent on sentait déjà depuis des années, mais on sent de plus en plus avec l'arrivée d'Orisha Commerce une synergie entre les équipes, une bienveillance, une cohésion, une entraide, et puis aussi en fait beaucoup de simplicité et d'échange et de rigolade, parce que on fonctionne comme ça au sein de la BU, et finalement c'est une histoire d'humains avant tout, d'hommes et de femmes qui travaillent au service de la technologie. C'est sûr. Je remercie nos partenaires, parce que les partenaires effectivement nous apportent toujours un éclairage, nous apportent des nouvelles, nous apportent aussi parfois des prospects, des informations, et c'est clé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler seul, en fait. C'est pas Orisha versus le reste du monde. C'est un réseau de partenaires, c'est un écosystème qui travaille avec nous. C'est des gens qui nous challengent, qui nous éveillent sur certains sujets, qui travaillent en étroite collaboration commerciale aussi avec nous. Et sans eux, j'y reviens, mais un système Orisha seul ne fonctionnerait pas. On a besoin de système on a besoin d'encaisser, on a besoin de monétique, on a besoin de paramètres fiscaux, on a besoin de checker les adresses mail des clients, donc tous ces partenaires-là avec qui en plus on travaille, moi particulièrement depuis le début de ma carrière, la relation continue de s'enrichir sur ces salons et de grandir. J'ai pas assez de midi pour faire des restaurants avec tout le monde malheureusement, mais c'est vrai que c'est aussi capital. Et puis enfin nos clients et nos prospects, parce que c'est pas si facile que ça d'aller sur des salons et d'approcher une enseigne et d'aller réussir à aller au contact, de comprendre nos enjeux, de comprendre nos produits. Et donc de venir sur ces salons, c'est toujours un bon moyen de montrer concrètement, parce que c'est ça aussi l'ADN d'Orisha, c'est pas de parler de roadmap des heures, c'est de montrer en fait. Et c'est ce qu'on fait avec nos clients et nos prospects. On leur montre nos innovations, on leur montre concrètement que les solutions tournent. On les fait manipuler d'ailleurs parfois pour qu'ils prennent la mesure de la simplicité, qu'ils prennent. Et puis on est transparent, c'est-à-dire c'est des choses qui existent, ça existe, des choses qui n'existent pas, qui sont à co-développer avec eux. Et on y va. Voilà. Et c'est ça qui fait en fait que la relation avec nos clients n'est pas en fait basée sur le fait d'avoir une API et de l'IA, mais plutôt c'est déjà une relation de confiance et de partenariat qui va, un peu comme dans un couple, au fil du temps, se travailler, mûrir, et puis j'espère ne jamais arriver à un divorce. Donc c'est salon pour ça, et tu le disais Christelle, c'est de la rencontre physique et des choses qui passent en fait avec nos clients et des émotions, et les prospects et les clients se souviennent systématiquement d'être passés chez nous, aussi parce qu'ils ont partagé des petits fours et une petite coupe de champagne, mais surtout parce que voilà, il y a eu cette connaissance du métier qu'on leur a partagé, et une bonne ambiance qui s'est créée. Clairement. C'était un plaisir de passer ces 2 jours avec toute l'équipe, avec toutes ces rencontres. C'est vraiment un très beau salon. Écoute, on va conclure, je pense. Moi, je vais peut-être dire juste quelques mots-clés pour faire la synthèse. Moi, je retiens personnalisation du parcours grâce à la technologie, plusieurs, entre autres l'intelligence artificielle, mais pas que, in fine. Des écosystèmes ouverts, nous on parle d'API first en général. L'expérience collaborateur, en plus de l'expérience client, qui est au cœur de tout ça également. Et surtout, la transformation toujours encore dans le monde du commerce, et donc dans les solutions dont ont besoin les acteurs du commerce, les solutions tech dont ont besoin les acteurs du commerce pour continuer d'évoluer. Merci beaucoup pour tes éclairages, pour ce débrief du salon. On se dit rendez-vous à l'année prochaine. Peut-être qu'on se refera ça une prochaine fois. Exactement. Et puis rendez-vous pour un prochain épisode du podcast Stay Connected pour Orisha.